Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme cela a été le cas la semaine dernière, on va revenir une fois de plus sur ces importants accords de partenariat économique. On va voir quelles peuvent être les conséquences positives et les conséquences négatives pour notre économie. On se rappelle qu'un projet de loi a été passé à l'Assemblée nationale lors de la dernière session du mois de juin et adopté bien sûr dans la foulée. Le 18 juillet dernier, par la loi numéro 2014-014, le président Biya a ratifié l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la communauté européenne et ses États membres d'une part et la partie Afrique centrale d'autre part. Nous savons que les 10 accords de partenariat économique signés par les pays ACP avec l'Union européenne prévoient la suppression immédiate des droits de douane sur les produits originaires des pays signataires entrant dans l'Union européenne et la suppression progressive des droits de douane sur les produits originaires de l'Union européenne lors de leur entrée dans les pays signataires. Cette signature par le Cameroun divise assez l'opinion, hein, signature de l'accord d'étape, il faut bien préciser. Il y a ceux qui sont favorables, ceux qui ne sont pas du tout. Certains pessimistes parlent de lourdes pertes à prévoir pour l'État, notamment des pertes en matière de rentrée douanière. On va essayer de voir avec nos invités ce soir quels sont les exemples précis que l'on pourrait avoir en termes de conséquences négatives ou positives, comme je vous l'ai dit en introduction. Nous allons débuter cette émission par une évaluation de ce qui se passe dans le Grand Nord en matière de lutte contre le terrorisme et naturellement Boko Haram. Il y a eu le sommet de Paris sur la situation au Nigeria, convoqué au mois de mai dernier par le président français Hollande, auquel avait pris part les chefs d'État camerounais, tchadiens, nigériens et bien sûr nigérian Goodluck Jonathan. Notre pays s'est engagé à ce moment précis à mener une guerre totale au terrorisme qui est incarné par Boko Haram. Quel bilan les observateurs qui seront sur le plateau ce soir peuvent faire déjà de l'action de l'armée pour la sécurisation du territoire national? Alors ce soir, nous avons 5 invités. Nous avons le docteur Pierre Alaka qui est enseignant d'université, économiste, fiscaliste. Bonsoir. Bonsoir Thierry, merci de m'avoir associé à cette majestueuse émission. J'espère pouvoir être à la hauteur des débats qui vont... Vous serez, il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Nous avons bien sûr une personnalité qui a l'habitude d'être présente, Samuel Ouankor, hein, qui est un ancien avocat de banque, il faut préciser, qui a travaillé aussi dans le milieu du pétrole et qui est un cadre du RDPC. Bonsoir, M. Ouankor. Bonsoir Thierry, bonsoir chers téléspectateurs. Ça me fait plaisir parce qu'on reparle de Boko Haram. Boko Haram, vous étiez venu sur le plateau? Je me rappelle déjà que... Non, je n'étais pas ministre du pétrole. Je me rappelle déjà qu'il y a eu une émission ici, quand on devait faire la réunion de Paris. Certains panélistes ont dit pourquoi le président y va. Il dit non, il faut qu'il y aille. Dans une minute, on va en parler, monsieur. Voilà. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. J'aime bien votre habit du RDPC. Je suis un militant. Voilà. Bien que membre du comité central, je me définis comme militant. Alors, M. Fopoussi qui est d'ailleurs là, hein, M. Fopoussi Évariste, ancien inspecteur des impôts, hein, député du SDF, ancien député du SDF. Néanmoins, mon ami. Bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir à mon ami Woko. Il y a d'ailleurs un livre qui est en préparation, hein, qui va bientôt sortir. Hein. Qui va les étaler. Nous avons... Comme il n'aime pas les écrits, ça va un peu les gêner. Ok, d'accord. M. Paul-Alphonse Sopo qui est là aussi, qui était l'ancien... député LDPC, UPC. Je m'excuse. J'ai fait exprès. C'est la deuxième génération. Vous avez aussi occupé des fonctions au niveau de l'administration, notamment le délégué provincial du commerce. Hein. Oui, j'ai été chef de service provincial de l'industrie. Industrie, oui. C'est vraiment à cette occasion que j'ai connu M. Fopoussi. Voilà. Hein, ça vous embête quand vous identifiez comme un DPCiste?
Ah, puisque je ne l'ai jamais été. Cher ami, le Cameroun a été plus attaqué par Boko Haram depuis qu'on a déclaré la guerre qu'il ne l'avait fait avant. Ce qui veut dire que la menace Boko Haram est encore là. La menace Boko Haram est encore là. Et elle reste vivace. Si, elle est là. Et puis c'est un phénomène, d'abord, c'est né des préoccupations sociales, comme il l'a dit tout à l'heure. La solution militaire, c'est du palliatif. Mais ça ne guérit pas le mal. Il y a un plan d'urgence. On est en train, je sais, Woko, tu ne nous apprends rien sur ce que le gouvernement a fait. Sur le plan sécuritaire. Le gouvernement l'a fait, nous l'avons vu, on est en train de suivre. Tout le monde en parle, les journaux en parlent, mais c'est comme le plan d'urgence pour lancer l'émergence dont tout le monde en parle et qui ne vient jamais. Je crois que c'est une spécificité de ceux qui nous gouvernent actuellement, mais la menace Boko Haram est suffisamment sérieuse pour qu'on vienne sur ce plateau. Alors moi je reçois des informations de N'Djamena. Des mesurettes. Il n'y a pas encore de scanner géant. Je tiens un mot sur la tournée du président français. Ne faisons pas de l'amalgame. Oui. Si on l'a bien suivi, les préoccupations sécuritaires de la France ne concernaient pas Boko Haram. La France est en train de redéployer son dispositif de contrôle de son précaré et veut installer le siège de ce dispositif maintenant à N'Djamena. Voilà tout ce qu'il a amené. Il n'est pas venu pour Boko Haram. C'est à nous à lutter contre Boko Haram. La France n'est pas là pour lutter contre Boko Haram. Alors, donc, je ne vois pas pourquoi on va dire que la France n'est pas venue chez nous parce que ça veut dire qu'elle ne s'intéresse pas là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je veux simplement qu'on revienne sur les propos du gouverneur, de l'extrême nord, qui a fait une petite évaluation, qui disait qu'il bénéficie là-bas du soutien des populations, des leaders religieux, et que c'est tout ça qui permet évidemment d'avoir le renseignement tant attendu. Mais on se plaint aussi au niveau du Nord, on entend aussi des plaintes, notamment en termes de restrictions de la mobilité. Tout à l'heure, vous en avez parlé, M. Woko. Les motos, enfin les engins à 2 roues, cessent de rouler à partir de 18 Ce qui me surprend personnellement, c'est qu'on nous apprend que les dernières attaques de Boko Haram, que les gens sont venus en moto. Bon alors, donc on a interdit les motos simplement aux simples citoyens. Et comment ils sont entrés chez nous en moto, alors qu'on a interdit la circulation des motos? Les dernières attaques en Chine et ailleurs. On dit qu'ils sont la dernière attaque. La dernière attaque. Pas les dernières. Il y a eu une attaque où il y a un policier qui a été tué, un policier. Et un inspecteur a été blessé. Oui. C'est cette attaque-là qui est la dernière attaque depuis la déclaration de guerre. Oui. Et il y a un policier qui a été tué. Et c'était à la frontière. Ah oui, mais on dit qu'ils sont venus. Mais ils venaient du Nigeria. Ils sont venus en moto. Ah, du Nigeria. Et ils ont traversé cette frontière. Comme quelqu'un le disait. Le pont de gendarmerie se trouve à la frontière. Plutôt que d'attendre un commandement opérationnel, j'aurais bien préféré qu'on ferme cette frontière pendant un temps. Bon, la frontière, elle est poreuse quand même. Elle est poreuse. Au moins dans la limite de la province de l'extrême nord. On ne peut pas. Personne n'a la on est en guerre, cher ami. Il a été au nord. Il a été au nord. Il a vu ces frontières, il les connaît. Toi, tu les connais. Toi, tu penses qu'on peut fermer, comme tu dis, pendant un mois, de chaque côté, comme il a dit. Ce sont les mêmes populations. Tu as des cousins de l'autre côté. Tu as des frères de ce côté. Toi, tu vas fermer la frontière pour que les gens ne se voient plus. Donc, c'est pourquoi quand on dit que tu ne peux pas. Alors, vous sortons de là avec le docteur Alaka et Marius. S'il vous plaît, monsieur Fopoussi. Tu sais qu'en 59-58, on a fermé la frontière entre le Cameroun occidental et le Cameroun oriental, alors que c'était les mêmes populations. Pourquoi on ne fait pas maintenant? S'il vous plaît. Alors, monsieur docteur Alaka, la parole. Sur le rôle des populations, s'il vous plaît. Tu connais l'histoire. S'il vous plaît. Sur le rôle des populations, notamment dans ce conflit-là. On voit un gouverneur d'une région qui estime que pour l'instant, les populations sont
très sensibilisées et elles aident le gouvernement. Dit que ce n'est pas signé. Ce n'est pas signé, Thierry. Oui. Et pourquoi ce n'est pas signé jusqu'à ce jour? Parce que les gens ne sont pas d'accord. Ils sont tous d'accord. Ils sont peut-être pas tout à fait d'accord. Mais surtout, il y a un problème qui va se poser. C'est pas de la propagande. Thierry. Vous chutez. Un problème fondamental pour chuter. Un problème fondamental va se poser dans notre zone. C'est mal. 6 pays vont avoir 3 régimes douaniers différents. Le tarif extérieur. Il n'y a pas de labellisation. Le système généralisé de préférence et les APE. Comment vous pouvez développer une zone avec 3 systèmes douaniers différents? Mais surtout, on a un plan économique régional qui a été mis en place par notre compatriote Antoine Chimi, à l'époque président de la commission de la CEMAC. Ce PER aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Donc en fait, c'est l'intégration régionale qui est en train de voler en éclats de cette façon-là, tel que c'est présenté. Docteur Alaka, oui, voilà, déjà sur cette petite polémique qu'il y a, parce que avant que M. Wonko et M. Fopoussi puissent prendre la parole, moi, les informations que je vois ici... Il n'a pas encore parlé. Non, il a parlé déjà. Moi, l'information que j'ai ici, c'est que même la CEDEAO serait prête déjà à ratifier ces accords-là. Mais avant qu'on entre dans les conséquences, parce que moi je voulais que vous expliquiez aux Camerounais. Les conséquences. Quelles vont être les conséquences concrètes positives, s'il y en a, avec des exemples bien précis, sur le pouvoir d'achat et autres, et les conséquences qui vont être négatives sur les recettes douanières, sur peut-être les licenciements, les entreprises qui ont fermé et tout. Voilà. Déjà, vous avez un mot à dire déjà quand même sur la zone UEMOA, enfin CEDEAO. Oui, mais effectivement, c'est très bien fait de l'avoir appelé et d'avoir apporté la preuve que les États de la CEDEAO se sont entendus pour ensemble aller vers ces accords. Mais là, c'est la CEDEAO. Dans le cas de la CEAC, le Cameroun est allé seul. Voilà la grande difficulté, voilà la grande palabre. En y allant seul, le Cameroun a d'autorité modifié le code des douanes de la CEMAC. Il a rappelé tout à l'heure. Le Cameroun a modifié, motu proprio, un certain nombre de tests et de règlements que la CEMAC avait pris et qui régissaient nos économies. Le Cameroun s'est comporté en traître et que cette manière de faire ne peut pas être reluisante au regard des autres États. Maintenant, lorsque vous regardez ces APU, tels qu'ils se présentent, on ne peut pas dire que le Cameroun, pris tout seul, aura un gain dans ces APU. Il n'y a aucun aspect positif pour le Cameroun. On nous dit... je vous donne un exemple, pour que vous puissiez justement me dire, on va y aller étape par étape. De ce que j'entends, que les experts, pour justifier la mise en place des APE, ils disent par exemple que avec les accords préférentiels, il va y avoir une sorte de, déjà le meilleur accès de nos produits sur les marchés de l'Union européenne, et que les exportations agricoles vont connaître une nette augmentation. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Je crois qu'en allant aux APE, ce que le Cameroun aurait dû faire, ce n'était plus compter sur les exportations des produits agricoles non transformés, mais sur la mise en place des industries de transformation du bois en pâte à papier, ce qui va baisser un certain nombre de choses, notamment la scolarité, toutes les fournitures, tous les livres, les journaux, tout ce que vous voulez, et même avoir une plage à monnaie demain. On devrait faire 2 ou 3 c'est l'UQAM, on a le bois, interdire l'exportation du bois en grume. Ensuite, pour la banane, dont on dit qu'elle est camerounaise et qu'elle ne va pas, continuer à être compétitive dès lors qu'elle va perdre 1,5 par rapport au marché européen. Mais moi, je dis ici, la banane perd 1,5. Ce 1,5, on rase les bananes, on met le poivre à cet endroit. On aura le poivre de Pendia, on aura le poivre de Ndiombe. On va transformer sur place. On va transformer sur place avant de vendre. Prenons le cacao, on aurait mis en place, ça c'est pour montrer que nos produits agricoles dont on parle, ce n'est pas en les exportant comme matière première que ça va nous rapporter quelque chose, notamment au niveau de la balance des paiements, au niveau de la balance commerciale. Le cacao, on devait créer les 6 cacao, les chococam,
presque partout dans tout le Cameroun. En tout cas, dans les gouvernements, de promouvoir le volet développement que les Européens refusent de financer. Qu'on sorte du cercle vicieux de l'aide publique au développement pour penser au financement du développement à travers les PME. Là pour le représenter, c'est le seul moyen pour nous, de permettre à notre jeune tissu économique d'être concurrentiel, parce que ces accords nous projettent à une vitesse supersonique dans la mondialisation, alors que nous n'avons pas encore suffisamment d'armes pour nous défendre, quitte à nous maintenant à nous fabriquer des écailles, pour ne pas dire des carapaces, en développant, en promouvant le développement, en mettant en place un système de financement des PME, surtout dans le secteur productif. La transformation de nos matières premières, la transformation de nos produits agricoles, afin de nous permettre d'être concurrentiels et de peut-être de nous attaquer vraiment au marché européen avec des produits à valeur ajoutée. Est-ce que justement, est-ce que notre cible ne doit pas être notre propre marché, déjà, commencer par notre propre marché, parce que le marché européen avait les normes, qu'il va falloir mettre en place et suivre. C'est évident, parce que la première conséquence de ces APE, quand on va les mettre en application, c'est que notre marché va être envahi des produits occidentaux. Donc, la cible sera de reconquérir d'abord notre petit marché, ensuite de reconquérir le marché sous-régional. Ça peut quand même améliorer nos productions. Hein, c'est ce qu'on disait. Mais il y aura un effet induit. Une volonté gouvernementale de financer le développement. Financer, pas des. Vous êtes d'accord avec ce que M. Dr Alaka a dit? D'accord, j'ajoute ça. Sur les 1 milliard, par exemple, qu'il faudrait, à hauteur d'1 milliard, l'État doit privilégier les PME camerounaises. Non, ça c'est entre autres. C'est une bonne mesure. Non, mais il y a beaucoup de. Préférence nationale. Il y a beaucoup d'autres propositions qui peuvent compléter celle qu'il a faite. Ce n'est pas la seule. Oui, elle est pas mal celle-là, par exemple. Elle n'est pas mal celle-là. Tout comme la proposition qui consiste à financer les PME n'est pas mal aussi, à financer les entreprises qui produisent, à mettre en place un système. Non, parlons d'un système financier qui leur permet d'évoluer, pas simplement une banque de PME. Si une banque de PME fonctionne comme toutes les banques de PME qu'ils ont créées, ça ne changera rien à la situation. C'est tout le système financier qu'il faut revoir en l'orientant vers le financement du développement. Aussi simple que ça. Oui, monsieur, ou encore d'abord, justement, sur les propositions qu'il faudrait, parce que nous sommes en plein là-dedans, qu'est-ce qu'il faut faire à très très court terme? On est conscient que nous avons pris du retard. Je me rends compte que Marius a dit ce que j'avais commencé à dire. On m'a dit que oui, c'est pas maintenant qu'il faut le faire. Ça dit qu'à partir du moment où nous sommes dans la mondialisation, les APE, c'est une matérialisation de la mondialisation que personne ne peut éviter. Parce que je lisais dans mon net que même les pays de l'Afrique de l'Est, les pays de l'Afrique de l'Est sont aussi en train de négocier les APE. Même les pays de l'Afrique australe sont en train de négocier les APE. C'est-à-dire comme par région. Il faisait partie des... Non, c'est-à-dire que ça se négocie par région. Ça se négocie donc par région. C'est ce qu'on a dit. Ce que je voudrais dire, j'ai commencé à dire ici que c'est l'occasion pour nous de voir ce que nous... Là, parce que quand il disait que la douane ne développe pas un pays, non, il faut bien me comprendre. Je dis les recettes douanières ne développent pas un pays. Ce qui développe un pays, c'est la richesse qui vient de la production d'un pays. C'est ça qui développe un pays. Quand les États-Unis ont utilisé la douane, c'était pour fermer le pays. Et l'accroissement de la production locale. Pour moi, parce que les gens disent, oui, on va perdre les droits de douane. Ce n'est pas les droits de douane qui doivent... Nous devons booster notre appareil de production. Que ce soit l'appareil de production agricole, que ce soit l'appareil de transformation, que ce soit l'appareil de production au niveau tertiaire. On doit booster notre appareil de production. Et c'est là-dedans qu'on pourra être compétitif et pouvoir développer notre pays. Et c'est une occasion pour nous. On est devant un challenge qu'il faut lever. Il faut lever ce challenge-là. C'est-à-dire que, ou bien on dit qu'on va... Vous avez l'impression que
l'État est conscient de ça et que les choses sont en train de... Le Cameroun a le moyen de lever le challenge. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, on parlait d'un plan d'urgence, le 31 décembre... Donc l'État pouvait se faire mal, violence à lui-même, diminuer des taxes. Parce que vous avez des taxes à l'intérieur, vous ne savez pas à quoi elles servent. Donc c'est une option que l'État aurait dû prendre. La France est exactement dans la même configuration. Regardez le problème de la TIPP en France, la taxe intérieure sur les produits pétroliers. À chaque fois, on leur demande de réduire un peu ces taxes-là pour que le prix à la pompe baisse, ils ne réduisent pas. C'est exactement la même chose qu'on a avec la TSPP et l'ensemble des taxes et redevances qu'on a à l'intérieur du prix. Donc voilà la problématique. Il faudrait à moins qu'on fasse un choix politique. Est-ce qu'on réduit les taxes dans les revenus de l'État pour que le prix n'augmente pas et que la Sonara puisse être... La solution quand même à très court terme, c'est qu'on puisse... Avec les drop c'est le but du projet d'extension. C'est le projet. En plus, on va passer de 2000 tonnes de production de 2 millions à 4 millions. Alors, à 4 millions, et comme ça, on pourrait exporter le produit fini. Merci. Moi, je veux simplement dire par rapport à cette histoire d'augmentation du prix du carburant qu'une fois de plus, le gouvernement s'est trompé parce qu'il fallait réconcilier trois choses. Empêcher l'État de verser une dépense fiscale à la Sonara.